Ah d'accord. Non, il n'est pas coupé le micro, je vais me rapprocher de l'ordinateur alors. Oui, ça doit être. Alors moi, là, la conversation, elle m'est pas accessible sur Teams. Il y a marqué la conversation dans les réunions de canal est uniquement accessible aux membres de l'équipe. Et bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV de l'Université de Nîmes pour cette première édition des chercheurs décryptent l'actu qui portera sur les fake news. Donc au vu des conditions sanitaires, on a décidé d'organiser cet événement uniquement en distanciel, donc nos intervenants seront en visio. Vous pourrez quand même
discuter avec eux, échanger avec eux via le chat. Hein. On se chargera de transmettre l'information aux intervenants. Donc le live va s'organiser en 2 grandes parties. On aura une première partie qui va porter sur des petites interventions qui vont nous permettre d'éclaircir un petit peu la thématique des fake news. Et ensuite, on aura une deuxième partie qui sera un peu plus libre, pendant laquelle vous pourrez participer peut-être un peu plus facilement, puisqu'elle sera vraiment dédiée à de la discussion toute simple avec les intervenants. Donc voilà, je vais aller rejoindre les intervenants sur la visio. Je vous reprends dans quelques secondes. À tout de suite. Et bonjour à tous les 4. Bonjour, bienvenue, merci d'être là pour cet événement. Je vous propose de commencer, puisque les gens ne nous connaissent pas forcément tous, donc je vous propose de commencer par un petit tour de table rapidement. Honneur à ces dames. Peut-être Alexia, toi Ouche, dans l'ordre de l'écran, si vous voulez vous présenter rapidement. Bonjour, je suis doctorante en droit public et j'ai fait ma thèse autour de l'engagement des sapeurs-pompiers au regard du temps de travail. Très bien, merci. Donc une thésarde est avec nous en droit public. Marie Alarcon, qui co-présentera l'événement avec nous. Oui, bonjour, je suis Marie Alarcon, je suis étudiante en psychologie. Et je vais surtout m'occuper des retours du chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui viennent à l'esprit. T'as vu Mathilde? Donc, ça va être à Mathilde quand elle aura. Oui, voilà. Oui. Bonjour, je suis donc Mathilde Kamal-Girard et donc il y avait ma fille Rosa derrière. Je suis docteur en droit public, spécialiste en contentieux constitutionnel et je suis enseignante-chercheuse contractuelle à l'université de Nîmes. Merci. Et donc Nicolas Leroy. Bonjour, Nicolas Leroy, je suis professeur en histoire du droit dans cette université. Il y a un message sur le chat qui nous dit mais il est prof aussi, le mec de Leroy de l'histoire. Effectivement. Oui, il est prof. C'était peut-être une fake news, ce message dans le chat, c'est possible. Ça part bien. Bon, mais je vous propose de commencer sans plus attendre l'événement d'aujourd'hui. Donc, pour rappel, la thématique du jour, ce sont les fake news. Donc, tout ce qui est information, désinformation. Donc, on a prévu, chacun des intervenants a prévu de nous expliquer un petit peu cette thématique sous un angle différent. Donc, c'est Nicolas Leroy qui va commencer et qui va peut-être nous présenter ça d'une manière assez générale et peut-être un petit point de vue historique. Je le laisse présenter sa thématique. Merci Yannick. Oui, c'est sous un angle historique que je vais aborder la chose. Je laisserai mes collègues juristes développer les aspects vraiment juridiques et contemporains des fake news. Alors, les fake news, l'expression fake news, elle est assez récente, puisqu'elle apparaît à la fin des années 90 et surtout elle est popularisée notamment avec la campagne électorale américaine de 2016 qui conduit à l'élection de Donald Trump. Mais le concept de fake news, en fait, il renvoie aux fausses nouvelles, aux rumeurs qui elles, sont bien évidemment beaucoup plus anciennes. Alors, si on repart du point de départ sur la question, on peut revenir à la mythologie romaine et à une déesse romaine qui est la déesse Fama.
Fama qui incarne la force incontrôlable de la rumeur. Dans la tradition mythologique, elle a deux trompettes, la trompette de la renommée et la trompette des ragots. Et donc elle peut faire ou défaire par ses trompettes une réputation en un éclair. Donc évidemment le nom de Fama a donné diffamation, qui est justement des atteintes à l'honneur, des atteintes à la réputation de quelqu'un, et sur lesquelles on reviendra, puisque c'est un délit pénal à l'heure actuelle. Alors, bon, on le voit, la question de la rumeur, la question des conséquences des rumeurs, c'est quelque chose qui remonte bien sûr extrêmement loin. On pourrait donner pas mal d'exemples. J'ai d'ailleurs abordé dans le cadre de l'émission sur les épidémies, j'avais abordé cette question en parlant par exemple d'un auteur qui est Procope, qui est un auteur qui vit à Byzance au VIe siècle, et qui considérait que la peste qui a frappé Byzance, Constantinople, à l'époque de l'empereur Justinien, c'est-à-dire on est dans les années 530-540, était due en fait à Justinien. Donc ça, c'est typiquement une de ces fausses nouvelles, une de ces rumeurs qu'il va colporter et qu'il va écrire noir sur blanc, qui reste dans les écrits, puisqu'il a écrit une histoire secrète de Justinien dans laquelle il développe cette thèse. Dans l'histoire, on a eu plusieurs exemples à travers différentes périodes. Je m'arrête sur deux périodes juste pour pas multiplier des exemples inutilement. La guerre de 100 ans, donc le Moyen-Âge, à l'époque où la France est en conflit, on l'a dit, avec l'Angleterre, une époque également où la France se divise dans une espèce de guerre civile entre ceux que l'on a appelés les Bourguignons, qui sont rattachés au duché de Bourgogne, qui est rattaché au Royaume de France, mais bon, avec des relations un peu compliquées, on va dire, sans entrer dans le détail, avec le Royaume de France, et de l'autre côté, un groupe qu'on appelle les Armagnacs, qui sont liés en fait à une autre branche de la famille royale que celle de Bourgogne, et donc les deux branches sont rivales à une époque où le roi de France est particulièrement faible, parce qu'il a quelques problèmes psychologiques. Et donc les Bourguignons vont soutenir toute une série de rumeurs sur les Armagnacs, des rumeurs épouvantables, selon lesquelles ils assassinent des femmes, et notamment les femmes enceintes, ils les éventrent, et ensuite ils prennent leurs fœtus pour les faire cuire à la broche. Donc des choses qui sont épouvantables et qui sont particulièrement choquantes, avec un but qui est bien sûr de choquer la population pour amener à provoquer une réprobation générale à l'égard des Armagnacs, et ainsi faciliter le soutien de la thèse des Bourguignons et de la position politique des Bourguignons par la population, et notamment la population de Paris, ce qui va déboucher sur des violences à l'encontre des Armagnacs. Donc on a ce phénomène, vous le voyez, qui revient au Moyen-Âge. Ensuite, un moment qui a été très fort dans l'histoire des fausses informations et des rumeurs qui ont eu un impact politique important, c'est pendant la Révolution française. Déjà en amont de la Révolution française, où on a des histoires sur la famille royale, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, et puis pendant la Révolution française, on a un certain nombre de journalistes qui assument totalement le fait de colporter des rumeurs. Il y en a un certain nombre d'ailleurs qui sont célèbres, Marat par exemple, qui dans un journal qui s'appelle L'Ami du Peuple est champion pour porter des fausses rumeurs. Alors ces fausses rumeurs, ces rumeurs, qui sont des fausses nouvelles plutôt, ont joué un rôle d'ailleurs assez important dans la Révolution. Je donne deux exemples. Le premier, c'est ce qu'on a appelé la Grande Peur. La Grande Peur, c'est 1789. On est juste après la prise de la Bastille, le 14 juillet. Et après ces événements qui sont des événements urbains, il n'y a pas que Paris qui est touché d'ailleurs par ce qu'on appelle la révolution urbaine, dans les campagnes, on s'affole parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles l'armée du roi est en train d'essayer de reprendre le contrôle des campagnes, et donc les paysans décident de s'armer pour se défendre contre cette armée royale. Et en fait, ces armées paysannes décident d'aller à la rencontre des armées royales, ne trouvent pas ces armées royales pour une raison simple, c'est que ces armées royales ne sont pas là, et donc vont du coup se rabattre sur un ennemi qu'on identifie rapidement, ce sont les nobles, et donc on va attaquer les châteaux, alors qui sont plus trop protégés à l'époque, ça n'a rien à voir avec les châteaux du Moyen-Âge, et donc on détruit, on brûle, on
vandalise, on tue éventuellement, sur la base de pures rumeurs, hein, très clairement. Un petit peu plus tard, en septembre 1792, il y a une rumeur, là aussi, la monarchie vient de tomber en août, donc on est dans une zone un petit peu de non-droit juridique, c'est pas encore la République, elle naîtra quelques semaines plus tard, mais au tout début du mois de septembre, il y a une rumeur selon laquelle, et qui est largement alimentée d'ailleurs par Marat par exemple, selon laquelle les prisonniers de Paris vont être libérés et vont ensuite attaquer les patriotes. Et donc, du coup, il y a des discours enflammés au sein de l'Assemblée, notamment de Danton, qui invite le peuple des sans-culottes, des Parisiens les plus acharnés, les plus révolutionnaires, à éviter cela. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rentrer dans les prisons et on va tuer les prisonniers. Et on va tuer massivement les prisonniers. En 4 jours que vont durer ces journées de septembre 92, on tue 1500 prisonniers sur les 3000 qui se retrouvent dans les prisons parisiennes. Donc c'est un véritable bain de sang, basé sur des rumeurs qui sont complètement infondées. Hein. Il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas eu de complot. Et surtout, les prisonniers n'avaient absolument pas les moyens de faire ce qui leur était reproché. Et donc, on va tuer les prisonniers de droit commun, des prêtres, des ennemis politiques, des nobles, etc. Donc on est là aussi dans la rumeur la plus pure, avec des conséquences assez spectaculaires. Alors, sans multiplier les exemples, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'histoire de ces rumeurs? Eh bien, le fait que la rumeur, la fausse nouvelle, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps et qui a même été théorisé par un théoricien que vous connaissez sans doute, parce que bon, il a écrit un ouvrage qui reste encore un succès de bibliothèque aujourd'hui. C'est Sun Tzu, qui est un théoricien de l'art de la guerre, hein, chinois, et ça date du 6e siècle avant notre ère, qui, justement, dans l'art de la guerre, indique que la duperie, le mensonge, est très important dans un conflit. Faire passer des mauvaises nouvelles, des fausses nouvelles plutôt, c'est quelque chose qui peut avoir un impact dans un conflit. Simplement, il ne faut pas que ce soit trop gros, nous dit Sun Tzu. Il faut trouver un équilibre entre la vérité et le mensonge pour faire en sorte que la nouvelle reste une fausse nouvelle, bien sûr, mais soit crédible. Parce que si elle n'est pas crédible, elle ne sera pas efficace. Et donc pour ce faire, il faut arriver à toucher les bonnes personnes. On sait très bien qu'on ne peut pas donner des fausses nouvelles à n'importe qui. Il y a des gens qui ne seront pas réceptifs, donc il faut arriver à toucher les personnes qui sont réceptives et arriver à toucher l'affect, l'émotion, sans pour autant mettre de côté l'intellect, la raison. Parce que si on n'est que sur l'émotion, c'est trop gros, si vous voulez. Les fils sont trop gros. Donc il faut arriver à faire donner le sentiment qu'on fait appel à la capacité de réflexion des gens, mais en même temps qu'on touche leurs émotions. Et finalement, les recettes, ça reste des recettes qui sont contemporaines. La fake news va toucher l'émotion très clairement, tout en étant sur des arguments qui font appel à une forme de raisonnement. On mélange le vrai et le faux. C'est le confusionnisme, qui fait que dans les textes, souvent complotistes, hein, qui font appel à des choses, enfin qui font référence à des choses qui sont un peu étonnantes, on a également des choses qui sont vraies. Et donc il faut arriver, et c'est très difficile de faire la part des choses entre le vrai et le faux, ce qui piège pas mal de monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'histoire nous apprend que la première raison, mais c'est déjà ce que disait Sun Tzu, c'est de décrédibiliser l'adversaire. Décrédibiliser l'adversaire, nuire à la réputation de l'adversaire pour provoquer le soutien du peuple dans le conflit que l'on mène, ou l'encourager à se battre. Hein. C'est ainsi, par exemple, que dans la Première Guerre mondiale, il y avait l'idée selon laquelle les balles des Allemands ne tuaient pas les Français. Il y a eu, c'est apparu dans des journaux au début de la Première Guerre mondiale. Bon, force est de constater que ce n'était pas tout à fait vrai, vu le 1,5 million de morts français de la Première Guerre mondiale. La fausse nouvelle peut être également un moyen de préparer une population aux actes que l'on va commettre contre un adversaire identifié. En gros, préparé à une persécution, par exemple. C'est les Romains, au 1er siècle de notre ère, hein, qui accusaient les chrétiens des pires abominations, d'inceste,
d'actes épouvantables qui étaient de nature à provoquer la colère et la réprobation la plus générale, ce qui a permis de rendre les persécutions acceptables. Ensuite, on va retrouver ça à plusieurs reprises. Un cas célèbre, le cas du procès des Templiers, par exemple, au Moyen-Âge. Donc, on est au début du XIVe siècle. Les Templiers, un ordre de chevaliers qui avaient participé aux croisades et qui, après les croisades, va jouer un rôle, entre autres choses, de banquier de la monarchie en France. Eh bien, le roi de France, au début du XIVe siècle, veut mettre la main sur la fortune des Templiers et donc va les accuser des pires horreurs. De porter atteinte à la religion, de commettre des actes contre nature, l'homosexualité, etc. Et donc, tout ça va permettre de justifier les sanctions qui seront prises et l'élimination des Templiers, élimination au sens figuré du terme, aussi bien qu'au sens propre, puisque les grands maîtres des Templiers, c'est connu, seront exécutés et même brûlés pour un certain nombre d'entre eux. Un dernier exemple qui va toujours dans cette idée de décrédibilisation, c'est, je reviens à la Révolution, le procès de Marie-Antoinette, la reine, l'ex-reine, qui subit un procès donc en octobre 1793. Et à l'occasion de son procès, on va reprendre toutes les rumeurs qui circulaient sur elle, qui venaient d'avant la Révolution. Elle se défend dignement et de manière courageuse, et avec un certain effet. On va du coup l'accuser des pires horreurs, et notamment l'accusateur public ressort des rumeurs qui circulent sur l'inceste qu'elle commettrait avec son fils de 4 ans. Donc le but là est bien sûr de la ramener plus bas que terre. Ce contre quoi elle se défend encore une fois avec courage et elle apparaît aux yeux du public qui assiste à ce procès comme une mère humiliée, victime d'une grossière manipulation. Donc là, la fausse nouvelle est trop grossière. Et du coup, le tribunal révolutionnaire décide de continuer à huis clos et bon, on va finir bien sûr par faire ce qui était décidé déjà à l'avance, c'est-à-dire de condamner à mort Marie-Antoinette qui sera ensuite exécutée. Mais on voit donc comment on utilise, parfois de manière grossière et maladroite, au final, et pas efficace, on va dire plutôt, la fausse nouvelle pour essayer de décrédibiliser quelqu'un. Il y a une deuxième raison qui a poussé dans l'histoire à utiliser ces fausses nouvelles, c'est, ou ce qu'on va considérer avec le recul comme des fausses nouvelles, c'est trouver une raison à des phénomènes qu'on n'explique pas, qu'on n'arrive pas à comprendre. Dans le cadre des épidémies, j'en parlais tout à l'heure, à côté du fait d'accuser un tel ou un tel d'avoir commis une épidémie, on va trouver des boucs émissaires, bien sûr, de manière plus générale. Les Juifs, pendant la peste, notamment, qu'on va accuser des pires maux, et notamment de propager la peste, en partant du principe qu'ils n'étaient pas eux-mêmes touchés par la peste, ce qui était totalement faux. Et donc, on va ainsi pouvoir essayer de trouver des raisons à des phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication. On pourrait remonter plus haut dans l'histoire avec des réponses aux phénomènes naturels pour lesquels on n'a pas d'explication, et on va essayer de trouver des raisons dans les divinités, dans la colère des dieux, ou je ne sais quelle autre explication, qui relève là aussi de fausses informations qui permettent de trouver ou de satisfaire une réponse, de satisfaire un questionnement. Enfin, une dernière raison que l'on trouve dans l'histoire de ces fausses nouvelles, c'est ça va nous ramener à des périodes plus contemporaines, c'est la concurrence entre les médias qui peuvent les amener à porter des nouvelles, soit qui n'auront pas été vérifiées et qui se révèlent fausses. On a eu le cas de manière assez épouvantable il n'y a pas si longtemps que ça, en 1990, avec l'affaire de Timișoara en Roumanie, les faux charniers de Timișoara, donc des milliers, à un moment on a parlé de plusieurs dizaines de milliers de corps qui seraient les victimes de la dictature roumaine. En fait, c'était quelque chose qui était monté totalement par la population de cette petite ville roumaine qui avait pris des corps dans le cimetière et qui les avait exposés aux journalistes occidentaux pour différentes raisons, faire parler d'eux, en rajouter une couche si tant est qu'il y en ait eu besoin, ce qui est très douteux, sur la violence de la dictature du dictateur roumain. Mais donc c'était quelque chose de totalement faux dans lequel se sont engagés
pleinement les médias français notamment, qui sont même allés sur une course au nombre sensationnelle. Donc bon, cela ou la course au scoop, être le premier à annoncer quelque chose, quitte à annoncer quelque chose qui est faux. Je donnais l'exemple, pas plus tard qu'il y a 2 heures, à mes étudiants, de la première traversée en Atlantique en 1927, donc d'un avion français. On va annoncer, un journal français va annoncer glorieusement la réussite de cette première traversée, qui en fait ne s'est pas faite, puisque l'avion s'est abîmé au cours de la traversée, et donc le journal avait voulu prendre de vitesse ses concurrents en annonçant la victoire, qui n'en a malheureusement pas été une, histoire de prendre de vitesse. Donc, fausse nouvelle, bien sûr, qui s'est finalement retournée assez largement contre le journal. Alors, finissons, histoire de ne pas prendre trop de temps, avec quelles conséquences on retrouve dans tout cela. Alors, les conséquences en France, pour ne parler que de la France, ça va être des réponses législatives. Assez tôt, en fait, on va considérer qu'il faut encadrer tout cela, que l'expression c'est bien joli, même si mes collègues le diront, c'est un droit fondamental, la liberté d'expression, proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et citoyens. Mais bon, dès le milieu du 19e siècle, on a une loi qui date de 1849, dans laquelle on va encadrer cette liberté d'expression. Alors, à l'époque, la liberté d'expression n'est pas totale en plus, est assez fortement limitée, mais déjà, il y a la lutte contre les fausses nouvelles qui apparaît dans la loi avec des sanctions pénales qui sont envisagées. Et puis, la grande loi en matière de liberté d'expression, elle date de 1881, je pense qu'on en reparlera, le 29 juillet 1881, c'est la loi qui permet à la liberté d'expression de devenir une réalité du point de vue juridique, et cette loi prévoit là aussi des limites. Une liberté en droit français, c'est toujours limité, sinon la liberté n'existe pas. Et donc, dans cette loi de 1881, on a des limites, la diffamation, la calomnie, etc., sont considérées comme étant évidemment des délits, l'injure, de même. Et donc, on va ainsi essayer de faire en sorte de limiter. Alors, la fake news au sens strict du terme, tel qu'on l'entend, la fausse nouvelle, elle apparaît pas vraiment à ce niveau-là, et ça laisse une zone sur laquelle, malheureusement, malgré ce cadre législatif, on va avoir une certaine forme de prospérité pendant le XXe siècle, qui a pu déboucher sur des situations extrêmement dramatiques. Je prends un dernier exemple. C'est l'un des plus gros fakes, entre guillemets, l'une des plus grosses fausses nouvelles à l'échelle mondiale, qui est élaboré au tout début du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle le protocole des sages de Sion. Le protocole des sages de Sion, c'est un ouvrage qui est construit de toutes pièces par la police russe à l'époque du Tsar, on est au tout début du XXe siècle, avant la révolution socialiste, qui accuse, sur la base de documents qui sont totalement faux, qui accusent les Juifs de construire un complot mondial pour la domination mondiale qui déboucherait notamment sur l'élimination des chrétiens. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans un climat très antisémite à la fin du 19e, au début du 20e siècle, un petit peu partout en Europe, mais notamment en Russie, et qui s'inscrit totalement d'ailleurs dans ce qui est à la mode, à la cour du Tsar, qui va être repris par la suite, qui va être repris comme preuve historique de ce complot juif, de ce prétendu complot juif, par Adolf Hitler. Adolf Hitler le citera dans Mein Kampf, et il va en faire même l'argument principal pour le projet politique qu'il a d'extermination du peuple juif. Ce protocole des sages de Sion connaît un grand succès en Europe pendant la première moitié du XXe siècle. Bon, évidemment, les événements de la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas les rappeler, vont montrer les conséquences dramatiques, bien sûr, de la foi qui est faite à cette thèse du complot juif. Ce qui fait que, bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, on va voir un petit peu retomber cette idée, mais le protocole des sages de Sion, il retrouve une actualité depuis quelques décennies. C'est un texte qui est régulièrement remis en avant par les milieux complotistes et les milieux antisémites. Alors, de temps en temps, on va substituer les Juifs par les Illuminati, qu'on sait pas très bien identifier, mais qui, d'une certaine manière, reprendraient le projet de complot à la domination mondiale. Mais le texte est toujours là. C'est un texte qui est un faux, un parfait faux,
mais qui est pourtant considéré encore aujourd'hui, et il n'est pas très difficile d'aller chercher sur les réseaux sociaux des gens qui utilisent comme argument principal de leur thèse les plus affreuses le protocole des sages de Sion. Tout est dit dans le protocole des sages de Sion. Voilà. On est donc là face à une fausse nouvelle, une pure rumeur construite de toutes parts, mais qui a un impact, et un impact malheureusement dramatique jusqu'aujourd'hui. Alors, évidemment, ce que j'ai dit a pris une ampleur considérable au XXe siècle avec l'arrivée des médias de masse, hein, et puis ces dernières années, les réseaux sociaux donnent une caisse de résonance mondiale à toute une série de fausses rumeurs. On connaît aujourd'hui l'âge d'or de ces fausses rumeurs, même si on voit qu'elles trouvent leur origine très loin dans l'histoire. Mais bon, le rôle du média, le rôle du moyen de communication, et les moyens de communication sont plus performants qu'ils ne l'ont jamais été aujourd'hui, permettent une diffusion à une échelle jamais connue de ces fausses nouvelles qui trouvent leurs racines très loin, et finalement les motifs, les motivations de ces fausses rumeurs sont les mêmes que par le passé. C'est à peu près la même chose qui est poursuivie, et avec des effets qui sont malheureusement amplifiés depuis quelques années. Très bien. C'est tout pour. Merci beaucoup, Nicolas. On a quelques messages dans le chat, puisque effectivement c'est une thématique qui intéresse beaucoup les gens. Certains demandent à rejoindre la visio, donc non, c'est pas possible de rejoindre la visio. On reste entre nous sur la visio, mais vous pouvez tout à fait commenter dans le chat si vous avez des éléments à apporter, des questions que vous vous posez. Donc il n'y a pas de... Non, mais en fait, ils insistent en demandant s'il vous plaît. Alors, on ne doute pas de votre politesse, évidemment, mais c'est pas le problème. Non, l'événement est prévu de cette manière-là, mais n'hésitez pas, hein, comme je le disais dans le chat, à donner votre avis sur ces thématiques-là. Donc bon, merci Nicolas pour cet éclairage. C'est vrai que bon, du coup, ça nous replace un petit peu tout ça dans le contexte de la nouveauté des fake news, qui ne sont pas si nouvelles que ça, même si elles s'appelaient peut-être pas comme ça à l'époque. Donc on a déjà quelques explications sur les motivations de ces fausses informations qui circulent. Donc je pense qu'on aura le temps d'y revenir un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc maintenant, je vais donner la parole à Alexia Touache, qui va nous parler peut-être un petit peu plus de liberté d'expression. À vous, Alexia. Oui, c'est ça. Pour faire suite à Nicolas Dauvois, je voudrais aborder les fausses informations à travers sa notion, mais aussi au regard des libertés fondamentales, en premier lieu la liberté d'expression. Et donc, si les fausses informations constituent un phénomène ancien, comme il vient d'être décrit, un débat s'élève depuis quelques années autour de l'impact potentiellement nocif de ces mêmes informations. Les fausses informations seraient susceptibles de causer un préjudice pour la société. Pire, elles seraient un danger pour la démocratie. Il y a des exemples qui accréditeraient cette thèse. Lors de l'élection présidentielle de 2016, ou durant le débat portant sur le Brexit au Royaume-Uni, il a été constaté des campagnes de diffusion de fausses informations destinées à influencer les comportements des électeurs. La santé n'est pas épargnée, c'est même un terrain propice aux fausses informations, comme le prouve la pandémie actuelle, où un certain nombre de fausses informations accompagnées de théories complotistes se sont largement développées. Et l'Organisation mondiale de la santé a pris les choses très au sérieux, puisqu'elle s'est munie d'un outil utilisé par les journalistes, le fact-checking. On constate à chaque fois que c'est par le biais des réseaux sociaux que ces fausses informations circulent le mieux. Et en 2018, la France a adopté 2 lois sur la manipulation de l'information, visant justement à responsabiliser les réseaux sociaux. Avant la France, d'autres pays avaient légiféré. Ainsi, l'Allemagne avait voté en janvier 2018 une loi obligeant les réseaux sociaux à s'autoréguler. De même, le Royaume-Uni avait mis en place une commission d'enquête en 2017 pour lutter contre la diffusion de fausses informations. L'Italie avait pour sa part créé une plateforme de signalement
des fausses nouvelles. Et plus largement, l'Union européenne s'est emparée du sujet et a depuis émis plusieurs recommandations à travers un code de bonnes pratiques contre la désinformation. Or, que faut-il entendre par fausse information? Cette question est importante car si la lutte contre la désinformation peut constituer un objectif justifié et louable, à savoir celui de préserver les processus et valeurs démocratiques, le risque est grand de la part des gouvernements de restreindre de manière disproportionnée la liberté d'expression. Dit autrement, la lutte contre les fausses informations ne devrait pas être un prétexte pour imposer la primauté d'une information officielle. La liberté d'expression a été érigée, comme on le sait depuis longtemps, par la Cour européenne des droits de l'homme comme un des piliers de la démocratie. Elle nécessite donc une attention particulière. Et la raison pour laquelle il importe de disposer dans notre droit interne d'une définition juridique précise de la notion. Or, la notion de fausse information est difficilement malléable pour une raison simple qui a été déjà évoquée. Cela nous oblige à nous demander qu'est-ce qui relève de la vérité. Et il n'est pas toujours évident de distinguer le vrai du faux. La frontière est poreuse, d'autant plus poreuse que les fausses informations peuvent également reposer sur des éléments factuels authentiques. Et donc, la réalité est dans la nuance. Les fausses informations relèvent donc davantage d'une gradation entre des éléments tantôt erronés, tantôt falsifiés ou encore parodiques, voire provocantes. Dans un rapport publié en 2017 d'un institut de journalistes, il distinguait 3 catégories de fausses informations. Premièrement, les informations inventées pour gagner de l'argent ou discréditer autrui. Deuxièmement, les informations qui ont un fondement mais qui sont présentées sous un certain angle afin de servir un objectif bien particulier. Et enfin, troisièmement, les informations qui mettent les gens mal à l'aise ou avec lesquelles ceux-ci ne sont pas d'accord. Dans ces 3 catégories, toutes les informations ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la société, aux valeurs de la société. Ils ne sont donc pas de nature à justifier une régulation. Si la régulation des informations n'entraîne pas forcément une violation de la liberté d'expression, elle ne peut pour autant être généralisée. À titre d'illustration, la télévision et la radio font l'objet de régulation de par leurs audiences potentiellement importantes. La Cour européenne des droits de l'homme, donc la CEDH, en dépit d'une conception large et volontariste de la liberté d'expression, admet des limitations qui doivent, cela dit, respecter un certain nombre de conditions. Les autorités nationales disposent d'une marge d'appréciation limitée dans ce domaine. Dès lors, les ingérences dans l'exercice de cette liberté par les États sont possibles à condition d'être nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire selon la jurisprudence de la Cour, de correspondre à un besoin social impérieux, tout en étant proportionné au but légitime poursuivi. Pour revenir aux lois de 2018, nous disposons désormais d'une définition juridique des fausses informations, et même si elle a vocation à s'appliquer uniquement dans le domaine de la vie politique, donc les campagnes électorales, cela donne une bonne idée des fausses informations que l'État français entend sanctionner. Et c'est une définition qui est assez similaire à celle présentée par l'Union européenne. Et donc, les lois de 2018 retiennent une définition assez restrictive des fausses informations. Et donc, les fausses informations sont, pour reprendre le texte, des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin, diffusées de manière délibérée
artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne. Et donc, par cette définition, le Parlement a essayé de trouver un juste équilibre entre, d'une part, le respect de la liberté d'expression et d'autre part, les excès de cette même liberté, entreprise, bien sûr, soit par des personnes physiques, soit par des personnes morales mal intentionnées. Et elle pose plusieurs conditions, puisque seuls les éléments factuels sont pris en compte, ce qui exclut les opinions, les jugements, les provocations ou des informations à moitié fausses. Et en plus, ces faits doivent doivent revêtir une certaine importance, puisqu'ils doivent être de nature à attirer la sincérité du scrutin. De plus, seules les fausses informations massives sont retenues. Des informations personnelles, isolées, ne feront jamais l'objet d'une sanction. Sans oublier que l'auteur de cette fausse information doit avoir en outre manifesté une intention délibérée de nuire. Et c'est pour cela qu'à mon sens, c'est une définition restrictive qui me semble ne pas être incompatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je ne crois pas que la Cour européenne des droits de l'homme ait eu l'occasion de se prononcer sur le problème de la désinformation. Une chose est sûre, c'est qu'elle a admis en novembre 2020 la recevabilité d'une requête d'une personne condamnée par la justice russe pour avoir divulgué sur Instagram de fausses informations concernant la COVID-19. Et ce sera sans doute une décision très attendue puisqu'on connaîtra enfin sa position en la matière et ça permettra aussi peut-être de donner des éléments qui permettront de vérifier si notre système juridique est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà. Merci beaucoup, Alexia. Désolé, j'avais mon micro qui était coupé. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la liberté d'expression, les définitions des fake news. C'était très intéressant. Oussam 13200 est tout à fait d'accord avec vous sur votre analyse de la situation. Bonsoir JCL. Ghoul Trooper qui veut toujours venir sur la visio, mais désolé, c'est un nom ferme et définitif. Donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. Contactez-nous. On pourra essayer d'organiser ça sur un nouveau chercheur décrypte l'actu. Donc on va passer. Donc pour ceux qui ont rejoint le stream en cours, là, donc on est sur la première partie de l'événement où en fait ce sont les chercheurs présents, donc Nicolas Leroy, Alexia Touache et Mathilde Kamal-Girard qui nous présentent quelques thématiques particulières sur cette notion de fake news. Et ensuite, on aura un moment de débat peut-être un peu plus interactif, mais n'hésitez pas quand même à nous donner vos opinions, à poster des commentaires pour qu'on puisse les transmettre à la fin des interventions. Donc, pas de problème avec ça. Donc, on va donner la parole à Mathilde Kamal-Girard pour donc un commentaire qui va porter davantage sur le droit constitutionnel. Je crois que Nicolas devra peut-être nous laisser en cours d'intervention. Il m'a dit qu'il devait partir un peu tôt. Donc, Je vais essayer de rester un tout petit peu au début du débat, mais c'est vrai que je devrais partir d'ici un quart d'heure à 20 minutes. Ok, pas de problème. On vous excuse complètement. Bon, très bien. Ben, Mathilde, on t'écoute.
Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors comme vous le disiez, Alexia, hein, la France, elle a choisi de légiférer spécifiquement sur ces fake news au travers d'une loi qui est relative à la lutte contre la manipulation de l'information. C'est son nom. Et c'est un choix, ça, qui n'est pas partagé en fait par l'ensemble des États, hein, ni dans le principe, ni en réalité dans les moyens mis en œuvre. Alors, je rejoins assez les propos d'Alexia, hein, sur le point suivant, c'est que, en fait, ne pas légiférer spécifiquement sur les fake news peut apparaître à la base, hein, comme un choix absolument fondé en matière de droits et libertés. Parce que, tout simplement, légiférer sur les fake news dit immanquablement limiter la liberté d'expression. On pourrait se dire, dans ce cas-là, qu'en fait, un gouvernement pourrait tout simplement vouloir ne pas légiférer sur ces fausses informations, ces rumeurs, cette désinformation, au nom du respect de cette liberté qui forme le socle de ce que la Cour européenne des droits de l'homme appelle la société démocratique. Et en fait, on se rend compte, hein, dans les faits, que ce n'est jamais en réalité cette idée-là qui pousse les États à ne pas légiférer, à ne pas adopter de réglementation concernant les fake news. Et dans un rapport qui est très dense, qui a été émis en avril 2019 par la librairie du Congrès des États-Unis, en fait, ce rapport relève que le seul pays qui n'a pas légiféré en matière de fake news, dû en fait à cette diffusion massive qui résulte des plateformes numériques et des réseaux sociaux, c'est le Japon. Alors pourquoi est-ce que c'est le Japon ? Eh bien parce que, et selon ce rapport, le Japon apparaît comme le seul pays où les scandales dus aux fake news sont limités aux journaux et aux tweets qui n'ont aucune influence extérieure, un fait qui s'explique par la difficulté de la langue japonaise pour les étrangers. En conséquence, on voit bien là en fait, qu'il ne s'agit absolument pas d'une décision politique, hein, ne pas vouloir limiter la liberté d'expression, mais un positionnement pragmatique, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de le faire, qui explique ce cas très particulier, si ce n'est unique, du Japon. Alors, pour le reste, les États dans le monde, et Alexia a commencé à vous donner quelques exemples, hein, se sont mis particulièrement donc, autour de la campagne présidentielle américaine en 2016, eh bien, à s'interroger sur la manière d'endiguer ce phénomène des fake news. Et on distingue quatre approches législatives que l'on peut catégoriser de la manière suivante. Alors, la première approche, c'est une approche qui est générale, d'accord ? En fait, certains États font application à l'encontre de ce qu'ils définissent comme des fake news, eh bien, des différentes dispositions pertinentes en droit civil, en droit administratif, en droit pénal, et puis du droit qui régit les médias, les élections ou encore la diffamation. Et en fait, ces États vont appliquer ces règles, alors même qu'en fait, elles ont été pensées et adoptées bien avant l'ère numérique et les développements technologiques. Alors, la deuxième approche, hein, si on veut faire des catégories, c'est finalement adopter une législation nouvelle, plus spécifiquement orientée sur ce problème des fake news à l'ère du numérique. Et en fait, le but de l'ensemble de ces législations, c'est de sanctionner surtout les réseaux sociaux qui diffusent ces fake news, la plupart du temps en leur imposant
une amende en ordonnant aussi la suppression de l'information qui a été identifiée comme fausse. Alors, c'est là où nous, on se situe en France, et puis c'est là où aussi on peut situer la Russie ou la Chine avec des dispositifs qui, on le verra, sont souvent beaucoup plus répressifs que ce que nous, on a en France. Alors, une troisième approche, c'est une approche qui se veut un peu plus pédagogique parce qu'elle va consister à identifier et bloquer les fake news et à procurer au grand public une information qui est vérifiée, et ce particulièrement durant les périodes électorales. Et il existe enfin une quatrième approche que je qualifierais d'éducative cette fois-ci, alors qu'on trouve en Suède et au Kenya, où en fait on va chercher à éduquer les citoyens sur les dangers des fake news. Alors cette catégorisation, elle appelle deux remarques à mon sens. D'abord, c'est que ces approches, elles ne sont pas exclusives les unes des autres. Par exemple, le Royaume-Uni gère d'abord et avant tout le problème des fake news à la fois par des dispositions qui sont générales, en ayant aussi fait le choix d'accroître sa vigilance lors des périodes électorales. Alors, ces périodes électorales sont aussi l'occasion au Royaume-Uni de faire preuve d'une certaine pédagogie vis-à-vis des sujets de leur majesté, avec un certain nombre de contenus didactiques qui leur sont proposés justement pour séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, en Chine, on trouve aussi une combinaison de ces approches. Par exemple, on a une législation qui est spécifique, répressive en matière de fake news, avec aussi une sorte de riposte étatique avec des nouvelles qui sont vérifiées par l'État et qui vont être transmises donc au grand public, et ce particulièrement au moment des élections. Alors, ces approches, ensuite, exception faite de la dernière qui est purement éducative, ne signifient pas en elle-même que tel pays est plus ou moins libéral ou plus ou moins liberticide vis-à-vis des fake news. Et pour placer le curseur, et c'est ce que vont faire en fait aussi les cours constitutionnels, et notamment le Conseil constitutionnel, on va prendre en compte ces facteurs. Alors, quels sont ces trois facteurs qu'on peut identifier ? Le premier facteur, c'est la définition que chaque État va donner aux fake news. Alors, en fait, une absence de définition de ce qu'est la désinformation ou une information fausse, ou encore une définition trop large de ces fake news, d'un point de vue juridique, elle va être considérée comme plus liberticide qu'une définition stricte ou étroite, et c'est la démonstration qu'a fait Alexia à propos de cette définition qui a été faite en 2018, une définition en France qui a été finalement suffisamment étroite pour justement ne pas donner prise, lorsque la loi a été déférée au Conseil constitutionnel, à une critique devant le Conseil constitutionnel. Alors, en fait, pour bien expliquer ce qui est en jeu ici, c'est que lorsque l'on ne donne pas
de définition juridique de ce que sont ces fausses informations, ce qui était le cas hein, jusqu'en 2018, hein, puisqu'on avait cet article 27 de la loi de 1881 qui parlait des fausses informations sans les définir. Eh bien, cela ouvre la voie à des dérives et à des excès, en constituant une menace sérieuse pour la liberté d'expression. Et puis, on va dire, d'un point de vue plutôt peut-être sociologique, on se rend compte que finalement, les États qui adoptent des définitions très larges de ce que sont ces fausses informations, eh bien, sont souvent des États qui sont réputés comme très peu attentifs eh bien, au respect justement de cette liberté d'expression. Le deuxième facteur qui est pris en compte, il est plutôt relatif, je dirais, à la gestion du temps par les États, avec finalement une question, c'est celle de la variation de l'application de la législation en fonction d'une période particulière. Je m'explique. De nombreux États, en fait, ont fait le choix d'une protection renforcée à l'encontre des infox en période électorale. Alors, on comprend très bien l'idée sous-jacente ici, c'est qu'une information sincère participe de l'intégrité du processus démocratique. Elle est la condition de la sincérité du scrutin. D'accord ? Sincérité du scrutin, par exemple, la sincérité du scrutin, par exemple, en France, c'est aussi un principe à valeur constitutionnelle. Alors, de manière positive, on pourra tout à fait considérer que la conciliation entre la liberté d'expression et cette sincérité du scrutin, eh bien, va pouvoir se trouver dans un encadrement plus strict de la liberté d'expression autour de cette période électorale. Mais là où va se poser le problème, c'est que cette limite temporelle, qui peut a priori paraître bienfaisante, ne doit pas occulter le fait que justement cette période électorale, elle est particulièrement sensible et que le contrôle justement de l'information par l'État peut facilement mener celui-ci à servir une vérité officielle, quitte à produire lui-même des fake news. D'accord ? Ça, c'est tout à fait, c'est un risque, notamment hein, dans ces États qui ont légiféré pour produire eh bien, des vérités officielles en riposte aux fake news qui auraient été décelées. Alors, le troisième élément, il concerne les moyens qui sont employés. Alors, pour vous donner un panorama ici, on va regarder tour à tour si les mesures elles sont préventives ou répressives, c'est-à-dire si l'information va être bloquée en amont, avant la publication, ou en aval, une fois celle-ci publiée. On va comparer quelles sont les personnes visées. Est-ce que ce sont simplement des personnes morales, donc les réseaux sociaux essentiellement, ou bien les particuliers qui les publient. On va comparer les peines aussi. Hein. On a des peines d'amende, mais on a aussi des peines d'emprisonnement. Et dernier sous-élément, hein, l'étendue des pouvoirs du juge. Alors, c'est en prenant en compte l'ensemble de ces éléments que l'on pourra apprécier le caractère plus ou moins liberticide ou plus ou moins libéral de ces législations sur les fake news. Alors, d'abord, essentiellement, et on va le voir dans les décisions en fait, des cours constitutionnels, essentiellement au regard donc, de la liberté d'expression, parce que, eh bien, dans cette volonté de légiférer contre les fake news, on peut trouver aussi de manière cachée la volonté eh bien, de lutter contre des informations, des prises de position qui offensent, choquent ou dérangent un gouvernement en place.
Alors, ça veut dire ici que tous les motifs de lutte contre la désinformation ne sont pas acceptables, ni tous les moyens d'y parvenir. Alors, des cours constitutionnels, ici, ont été saisis et ont censuré en tout ou en partie des dispositifs qui ont été prévus par le législateur dans ces États. Alors, c'est pas parce que dans un État, on a eu une saisine d'une cour constitutionnelle et que finalement, il n'y a pas eu censure que le mécanisme en cause n'est pas exempt de reproches. On peut toujours mener une critique sur ce point. Alors, l'autre question qui se pose quand on regarde ces législations et puis la réponse constitutionnelle qui est donnée, c'est finalement l'efficacité de l'ensemble de ce corpus, je vais dire, national, parce que on se rend bien compte que la nécessité de légiférer sur ces fake news à l'ère du numérique provient non pas tant de l'existence des fake news, mais de leur diffusion de masse, leur propagation à l'échelle planétaire. Et là, peut-être, se dire que la solution pour freiner les effets de cette propagation des fake news ne se trouve certainement pas dans des prises de position qui sont purement et entièrement étatiques, mais autour certainement d'un consensus régional ou d'un consensus international. Alors, premier point, les fake news doivent passer finalement l'épreuve de la conciliation des droits. Alors, cette conciliation des droits, c'est d'abord et avant tout une conciliation avec la liberté d'expression, mais on se rend compte que cette législation, elle n'est pas, entièrement, elle ne va pas porter uniquement atteinte à cette liberté d'expression. Elle peut toucher d'autres droits et libertés. Alors, je vais essayer de synthétiser par une comparaison ce qui peut se passer concernant d'abord les atteintes à la liberté d'expression en comparant la décision du Conseil constitutionnel et la décision donc de la Cour suprême du Canada, donc Canada qui est un État fédéral, donc une décision qui est un peu plus ancienne, et puis une décision très récente de 2021 qui n'est pas de la Cour suprême du Canada, mais Cour suprême de l'Ontario, qui est un des États fédérés. Alors, Mathilde, juste, oui. Si on peut s'interrompre une minute pour dire au revoir à Nicolas qui doit nous laisser. Bien sûr. Et comme ça. Oui. Voilà. Je suis désolé de vous laisser en rase campagne. Merci en tout cas pour l'organisation. Merci à Alexia et Mathilde pour vos présentations. Mathilde, je suis désolé de ne pas pouvoir assister à la fin. Je dois malheureusement partir. Bonne soirée à toi, Nicolas. Merci. À bientôt, Nicolas. Merci beaucoup. Alors, je vais... Dès que tu me dis, Yannick... Non, c'est bon, vas-y, c'est bon pour toi. D'accord. Oui, je savais pas que t'attendais mon OK, mais c'est bon. Alors, concernant la position du Conseil constitutionnel, donc une partie donc de la décision va conduire le Conseil constitutionnel à chercher une conciliation entre deux principes à valeur constitutionnelle, la liberté d'expression et la sincérité du scrutin. Je vais passer les détails ici de l'ensemble de l'argumentation du Conseil constitutionnel, mais on peut dire que globalement, le Conseil constitutionnel a une attention très poussée envers la sincérité du scrutin, ce que l'on peut déduire du fait que l'entièreté
du dispositif va être validé, exception faite de certaines réserves d'interprétation, donc qui ne censurent absolument pas la loi, mais qui vont permettre d'ôter le venin d'inconstitutionnalité de certaines dispositions qui avaient pour objet de geler dans un temps très bref la liberté d'expression. Alors, au Canada, on a une attention qui est particulièrement accrue, à l'inverse, envers la liberté d'expression qui est l'alpha et l'oméga du raisonnement des juges constitutionnels, avec finalement ici vraiment la volonté de limiter au maximum les dispositions qui seraient répressives et qui conduiraient en fait à dissuader les personnes d'utiliser leur liberté d'expression avec cette volonté en fait de préserver particulièrement la liberté d'expression. Alors, le point commun entre les deux, c'est qu'on part à chaque fois de cette liberté d'expression et finalement, on va considérer qu'elle est plus importante encore à protéger en période électorale lorsqu'il s'agit d'une liberté d'expression qui est politique. Alors, du point de vue du raisonnement, en France, le Conseil constitutionnel va chercher à concilier véritablement les deux normes qu'il dégage, liberté d'expression et sincérité du scrutin, ce qui fait que finalement, dans ce cadre-là, la période électorale va devenir la justification pour amoindrir la liberté d'expression. Alors qu'à l'inverse, au Canada, tant au niveau donc, de l'État fédéral que de l'Ontario, de l'État fédéré de l'Ontario, le fait de s'inscrire durant la période électorale, avec des discours qui sont politiques par nature, conduit à l'inverse à accroître l'ampleur de la liberté d'expression. Alors, je tiens à dire que cette décision du Conseil constitutionnel, elle n'a rien de particulièrement révolutionnaire, elle n'apporte pas de grandes avancées concernant la liberté d'expression. En revanche, ce qu'elle a de très intéressant pour comprendre ce caractère assez global des fake news par rapport aux atteintes potentielles aux droits constitutionnels, c'est que un certain nombre de griefs qui sont développés par les députés et les sénateurs qui ont saisi le Conseil constitutionnel, n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Alors, je vais donner deux exemples. Le premier, c'est que, les sénateurs vont considérer que certaines dispositions vont porter atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines. En fait, la loi, elle introduit un article dans le code électoral qui impose aux opérateurs de plateforme, pendant les 3 mois précédant les scrutins électoraux, des obligations de transparence relatives à la promotion, je cite, de contenu d'informations se rattachant à un débat d'intérêt général. Et donc, ce que disent ici les sénateurs requérants, c'est que ce terme contenu d'informations se rattachant à un débat d'intérêt général, c'est un terme qui est finalement trop vague, trop flou, et pour cette raison, porterait atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines. Alors, le Conseil constitutionnel, il ne suit absolument pas les requérants dans leur argumentation, mais pour dire qu'en fait, il n'y a pas d'atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines, il est obligé, pour parvenir à cette conclusion,
de préciser, je cite, que les contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général visé par les dispositions contestées sont ceux qui présentent un lien avec la campagne électorale. Alors moi, ça me pose problème, parce que, en fait, si le Conseil constitutionnel il est tenu d'apporter des précisions, c'est que le texte il n'était pas si clair que ça à la base. Et donc, c'était donc au législateur d'apporter les précisions nécessaires. Et donc, cela en soi, ça aurait pu conduire le Conseil constitutionnel à une censure. Et puis, finalement, quitte à rester dans cette position un petit peu déférente envers le législateur, le Conseil constitutionnel aurait pu émettre une réserve d'interprétation et dire « j'émets une réserve d'interprétation ». Et ici, donc finalement, on sent bien que le Conseil constitutionnel a cherché plutôt à ne pas bloquer finalement cette nouvelle législation sur les fake news. Alors, ça m'amène à une réflexion qui est que finalement, avant 2018, la seule référence aux fausses informations était donc à l'article 27 de l'article 1881, qui ne définissait pas ces fausses informations. Alors évidemment, en 1881, il n'y avait pas le Conseil constitutionnel, donc il n'y avait pas de saisine a priori. Mais je me demande si finalement, ça pourrait pas éventuellement faire l'objet d'une QPC sur le fondement de ce principe de l'égalité des délits et des peines. Alors, finalement, donc, on a ce principe de l'égalité des délits et des peines, et pour vous montrer vraiment ce caractère un petit peu général des problématiques posées par les fake news, un autre grief qui a été soulevé, c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre. Alors, ça peut vous paraître absolument trivial par rapport à une liberté aussi importante que la liberté d'expression, par exemple, ou le principe de l'égalité des délits et des peines. Alors, c'était pas mal joué de la part des requérants qui se fondaient toujours sur ce problème des contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. Mais ici, finalement, le Conseil constitutionnel va considérer que cette obligation qui va peser sur les plateformes ne va pas entraver leur liberté d'entreprendre parce qu'elle est limitée dans le temps. Et la position ici du Conseil constitutionnel, à mon sens, elle ne vient pas de nulle part. Elle est finalement, je pense, une réception de la législation qui est proposée au sein de l'Union européenne, donc qui a inspiré le législateur concernant la définition des fake news, ce dont vous a parlé Alexia, mais qui inspire aussi finalement cette absence de censure, cette validation de la part du Conseil constitutionnel. Alors très brièvement, parce que j'étais un peu longue, ici, le fait que à la fois le législateur français et puis le Conseil constitutionnel s'inspire de l'Union européenne montre à quel point finalement il est, à mon sens, nécessaire de dépasser le cadre national lorsque l'on veut réguler ce qui se fait en matière de désinformation. Et ici, peut-être simplement s'interroger sur cette mise en place d'un droit international des fake news. Alors, une entreprise qui finalement est bien menée à l'heure actuelle par la Commission européenne à l'échelle de l'Union, qui a consisté donc à se saisir du futur digital, ce sont les termes de la Commission de l'Europe, avec ce code européen des bonnes pratiques sur la désinformation. Alors, je vous dirais simplement que cette approche, elle est intéressante au moins à 3 titres.
D'abord, parce qu'elle permet d'agir à une échelle qui est efficace, à savoir une échelle régionale, et puis on peut espérer aussi, éventuellement, si l'idée est reprise, à une échelle internationale. L'autre point, c'est que la façon de procéder est plus rigoureuse que celle de la plupart des États dans le monde. D'abord parce qu'elle donne une définition précise de ce qu'est la désinformation, à la fois positive et négative. Et deuxièmement, parce qu'elle inscrit dès le départ ce nouveau corpus dans la perspective de la conciliation avec les droits et libertés, et en particulier avec la liberté d'expression. Et dernier élément, c'est que c'est une approche qui associe non seulement les États, mais aussi des associations au titre des signataires. Et ça me paraît particulièrement intéressant parce que ça a vocation à chercher l'adhésion de l'ensemble de ce qui est désigné comme, ce sont les mots là encore de la commission, l'écosystème où se développent les fake news. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et je redonne la parole à Yannick. Merci beaucoup Mathilde pour tous ces éclairages. Donc c'est vrai que c'était très complet. Ça permet d'avoir vraiment une vue assez précise, ne serait-ce que sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans ce type de situation. Donc c'est quand même quelque chose qui est nécessaire de rappeler de temps en temps. Donc ça, c'est quand même très intéressant sur ce point-là. Je vous propose qu'on se garde un quart d'heure, 20 minutes pour quelques questions, quelques débats. Je sais que Marie avait déjà quelques questions de prête, puisqu'il y avait quelques petits points sur cette thématique qui l'intéressait. Et puis surtout qu'elle a un éclairage un peu particulier, parce que je le rappelle, Marie, elle est étudiante en psychologie. Donc elle, sur les fake news, c'est pas tant l'encadrement juridique qui va l'intéresser, mais plus comment on les perçoit et pourquoi on est amené à y croire. Donc je vais peut-être lui laisser la parole pour qu'elle nous parle un petit peu de sa perception, de ce qu'elle a pensé de ses interventions et voir si elle a quelques questions. Marie. Il faut ouvrir le micro, Marie. Ça y est. Voilà. Pardon. C'est réussi. Merci. Puis, merci pour cette présentation et puis pour toutes les interventions. C'était très instructif, je dirais. J'ai pris pas mal de notes. Alors, sur l'aspect psychologique et sur la perception des fake news, je voulais revenir du coup un petit instant sur le biais de confirmation. En fait, en psychologie, on parle beaucoup de biais cognitifs, qui sont des raccourcis de pensée tout simplement, mais qui nous induisent en erreur. Et le biais de confirmation, c'est le fait notamment de préférer une explication qui sera certainement absurde ou abracadabrante, mais qui viendra confirmer nos croyances, plutôt qu'une explication rationnelle et logique. Donc, il y a l'exemple qui est pris généralement, c'est l'exemple du professeur Woolley et d'un adolescent de 14 ans qui, en regardant le ciel, avait aperçu 4 points blancs lumineux dans le ciel. Et l'adolescent était persuadé d'avoir vu un vaisseau spatial extraterrestre. Alors, le professeur Woolley lui avait expliqué que c'était simplement le flanc des oiseaux qui était éclairé par justement l'éclairage public. Mais cet adolescent n'a pas voulu lâcher sa croyance sur le vaisseau spatial extraterrestre parce que même si c'était une théorie, une hypothèse qui pouvait sembler irrationnelle, c'était en lien avec son système de croyance sur le monde, sur la manière dont il percevait et pouvait expliquer le monde qui l'entourait. Donc, même en ayant une explication logique d'un phénomène qui est apporté,
on peut tout de même préférer une explication qui peut sembler plus absurde ou plus irrationnelle. Et du coup, j'avais quelques questions en lien avec ça. Notamment le fait que par la législation, du coup, la liberté d'expression est limitée et que les plateformes de communication doivent, du coup, si j'ai bien suivi, supprimer les contenus qui sont associés à la désinformation et aux fake news. Et du coup, la question c'est je l'avais noté. J'avais noté une question dans cette thématique-là, donc peut-être que ça rejoindra justement quand on parle de ça, c'est est-ce que la responsabilisation des plateformes, c'est la solution? Est-ce que c'est pas aussi quelque part un aveu d'échec de ne pas aller chercher la personne qui poste est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué d'identifier? Est-ce que c'est parce que techniquement c'est impossible? Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler, Marie, mais moi c'est une question qui m'est venue effectivement quand on a parlé de la responsabilité des plateformes. Et en fait, voilà, si je peux vous la livrer comme ça. Je ne sais pas qui peut répondre, Alexia ou Mathilde, hein, c'est vous les expertes. Alexia, votre micro. Ah, voilà. Oui, c'est vrai que la responsabilité des réseaux sociaux questionne quelle est la part de leur responsabilité dans ce phénomène. On sait que de prime abord, les réseaux sociaux servent surtout un moyen de communication entre les individus et de manière libre. Il n'y a pas de rapport hiérarchique et les réseaux sociaux se contentent juste de les mettre en relation. Et donc, quelle est la part de responsabilité? C'est assez compliqué. Mais en même temps, on sait que maintenant, elle se contente plus de mettre en relation les individus. Grâce aux algorithmes, elle privilégie certaines informations plutôt que d'autres. Et donc, c'est sans doute pour cela que les réseaux sociaux sont dénoncés. Mais est-ce que pour autant c'est une manière responsabilité des réseaux sociaux, c'est une manière, c'est une forme d'échec, je sais pas trop, sans doute peut-être Mathilde est plus à même de répondre. Mais cela dit, c'est aussi, quand on prend par exemple les lois de 2018, il y a une volonté de responsabiliser l'ensemble des acteurs, et pas seulement les réseaux sociaux, mais aussi c'est de créer une éducation, une citoyenneté numérique, former davantage les enseignants. Il y a aussi le rôle des journalistes. Donc, au fond, je pense que le problème de la désinformation, c'est une affaire de tous. Et qui est dans la responsabilité et au prorata, j'ai envie de dire, des conséquences. On sait très bien que les fausses informations se développent davantage sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, moi, j'ai peut-être deux explications. La première, c'est que sur les réseaux sociaux, on n'est pas forcément identifié avec nos noms, prénoms, etc. On prend des identifiants, on n'est pas forcément toujours reconnaissable. Donc, ça va être plus difficile d'aller chercher la personne derrière la publication. Et ce qui a conduit certains États, par exemple la Chine, à obliger les
les personnes qui s'enregistrent sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, à utiliser leur vrai nom et prénom. Ce qui va permettre, là encore, on va dire, d'aller chercher à la fois la responsabilité des plateformes numériques, mais aussi la responsabilité individuelle de l'auteur de la publication. L'autre question qui se pose, à mon avis, c'est celle de l'application, en fait, territoriale, spatiale, de certaines dispositions. Et ici, en fait, il y a très peu d'États qui vont donner un effet extraterritorial à leur législation. Et cet effet extraterritorial, on l'a en Égypte, on l'a en Malaisie. Alors pour ce qui est de la Malaisie, par exemple, eh bien, la loi spécifique aux fake news en Malaisie en 2018, elle dispose que finalement on va pouvoir aller chercher la responsabilité de toute personne qui diffuse une fake news eh bien, en dehors du territoire de la Malaisie, dès lors que cette désinformation concerne la Malaisie ou affecte un citoyen malaisien. Mais en application, ça va quand même être très compliqué pour la Malaisie d'aller chercher cette personne, à moins que finalement elle décide un jour de voyager en Malaisie et que finalement on ait un fichier avec ces personnes qui auraient porté des rumeurs portant atteinte on va dire, à la Malaisie ou à un citoyen malaisien. Donc ça explique, à mon avis, qu'on aille chercher prioritairement la responsabilité des plateformes. Oui, effectivement. C'est vrai que ça montre bien un petit peu des fois la limite de la réponse juridique. Sur l'exemple de la Malaisie, effectivement, c'est assez topique de ce genre de situation. Mais c'est du coup un très bon exemple pour montrer ça. Ah, nous avons une question dans le chat, Marie, je vais laisser la relayer. Oui, et bien d'abord je vais la lire parce que peut-être que tout le monde n'a pas le chat sous les yeux. Donc, avec les IA de création de plus en plus innovantes de vidéos et de vocalises de personnes célèbres, quels peuvent être les outils pour lutter contre ces phénomènes technologiques? Donc comment pouvons-nous nous prémunir des fake news? Je ne sais pas si vous connaissez cette technologie. Alors j'ai vu une chronique là-dessus il y a peu de temps. Ça s'appelle le deepfake. Je crois que c'était au journal télé, je ne sais plus de quelle chaîne, où en fait on colle le visage et la voix d'une personne sur un comédien ou une personne, et on fait dire ce qu'on veut au visage et à la voix. Donc c'est vrai que alors il montrait quelques images, et effectivement c'est assez bluffant en fait le réalisme de ça. Et on pourrait croire... Ben en fait, regardez, je crois que c'est le soir sur TF1, c'est quand Lou, il le fait un petit peu maintenant avec... je ne sais pas si vous avez vu, il colle sur son visage des images des personnes qu'il imite, en fait. Et bon, c'est fait avec une certaine limite, mais en fait, c'est l'idée de cette technologie-là, où en fait, du coup, ça devient encore plus compliqué d'identifier les fake news, quand en plus elles sont dites de ça. Oui. C'est exactement cela, Yannick. Avec Tom Cruise Ok, avec Tom Cruise. D'accord. C'est ça. C'est ce dont je parle, apparemment. C'est confirmé dans le chat. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Enfin, je ne sais pas s'il y aura une réponse là aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si ça rentre exactement dans... Alors, ça dépend de la manière dont c'est fait, à mon avis. Parce que si je prends ce code des bonnes pratiques en matière de désinformation, eh bien, la notion de désinformation n'englobe pas la publicité trompeuse, les erreurs de citation, la satire, la parodie. Donc, si c'est fait, en fait, tout dépend du but dans lequel c'est fait. Par exemple, quand c'est un humoriste qui va eh bien, se servir de cette technologie pour imiter des personnes célèbres, ça va pas forcément être considéré comme une fake news, même si c'est du deepfake.
on va utiliser justement la technologie à une fin qui est parodique, et ça, ça fait partie du champ de la liberté d'expression qui n'est pas limitée. Donc tout va dépendre, à mon avis, de l'intention de l'auteur et de la manière dont ça va être utilisé. Ok. Et en fait, pardon, Alexia. Après, tout dépend comment ça va être procédé, et après on peut peut-être le rattacher au volet pénal et tout ce qui est en lien avec la réputation ou la vie privée des personnes physiques. Ou de l'usurpation, à la limite, ça pourrait être. Oui, l'usurpation d'identité, ou encore l'atteinte à la représentation de la personne, qui inclut le montage photographique ou sonore de l'image ou de la voix. Oui, en fait, c'est vrai qu'on tombe vraiment pile là-dedans, oui. Effectivement. Donc après, pour Luc, on n'a pas forcément de réponse technique à apporter, puisque ici c'est plutôt juridique. Hein. Mais en revanche, le droit a déjà une réponse spécifique à ces problématiques-là. Même si ça n'a pas forcément été créé dans ce cadre-là, mais le montage photo et audio, c'est ni plus ni moins que ça. Donc ça peut trouver à s'appliquer, effectivement. Je me permets de rebondir du coup, parce qu'une question me vient à l'esprit. Du coup, la responsabilité de la personne était engagée en fonction de l'intention derrière le contenu qui est diffusé, si j'ai bien compris. Du coup, comment est traité le contenu diffusé par une personne qui serait vraiment certain de ses croyances, donc qui n'aurait pas une intention de nuire, mais de partager vraiment ses opinions, mais même si ces opinions auront du coup un impact négatif et assez fort. Du coup, quelle est sa responsabilité, comment est-ce que ça peut être traité, et du coup on en fait la question pourquoi privilégier certaines croyances plutôt que d'autres, parce que dans le cadre des fake news, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de contenus de fake news qui sont simplement de la diffusion d'opinions? Après, dans la lutte contre les fake news, le but c'est de ne pas, ça n'a pas pour objet de réguler l'ensemble des fausses informations, car de manière généralisée, ça porterait atteinte à la liberté d'expression. Et d'ailleurs, toutes les informations qu'il y a sur Internet rentrent dans ce cadre. Le but, c'est pas non plus de remettre en question des individus qui ont des idées ou une façon de penser plus ou moins farfelue. Il y en a toujours eu, et c'est pas le but de la loi de les remettre en question. C'est plus dans la réglementation, ça vise plus les gens qui essaient de manipuler les autres dans une finalité bien particulière. Et donc, ces informations, ce ne sont pas des informations prises isolément, mais qui ont une répercussion massive et qui portent sur des sujets importants qui peuvent biaiser les valeurs démocratiques. Donc, c'est vraiment très restreint, quoi. Et souvent, en fait, dans le partage d'une croyance, il n'y a pas de volonté de nuire. Et cette idée de volonté de nuire, du caractère intentionnel, elle est très importante. Par exemple, dans ces décisions de la Cour suprême, dans cette décision de la Cour suprême de l'Ontario, justement, hein, ce qui était principalement en question, c'était la disparition de l'adverbe intentionnellement. Donc, finalement, il n'y avait pas grand-chose qui changeait dans la législation concernant les fake news, si ce n'est que finalement, la diffusion de l'information se faisait intentionnellement, au départ, dans le but de nuire, et puis,
ensuite on fait disparaître cet adverbe. Et c'est justement la disparition de cet adverbe qui va conduire la Cour suprême de l'Ontario à considérer que la disposition législative est contraire à la Constitution. D'accord. Oui, donc c'est vrai que oui, dans le cadre du contrôle constitutionnel, effectivement, c'est un complément intéressant pour répondre à cette question-là. Est-ce que moi j'aurais peut-être une question plus générale qui risque d'intéresser peut-être les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que vous pourriez, en tant qu'experte des fake news, hein, maintenant, je pense qu'on peut le dire tous, qu'est-ce que vous pourriez recommander aux personnes pour justement faire la part des choses, quelles bonnes pratiques vous pourriez partager pour lutter contre les fake news? Comment vous faites-vous à titre personnel pour vérifier une info? Nous, on a de la chance, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une thèse, on a la base de la thèse, c'est de vérifier les sources. Donc en fait, on est formé à la vérification des sources, et je pense que ça ancre de bonnes pratiques ensuite dans la vie de tous les jours en dehors de notre sujet de thèse. Et je pense que la première bonne pratique, c'est d'aller vérifier d'où vient l'information, qui l'a donnée, en sachant hiérarchiser justement les différentes sources. Je dirais aussi que j'avais lu que nombre d'Américains ou de personnes s'informent uniquement sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je ne verrai jamais, si je veux suivre l'actualité, me renseigner dans les réseaux sociaux. Je privilégie plutôt les médias traditionnels. Quand on a besoin d'informations, on privilégie toujours certaines sources plutôt que d'autres. C'est peut-être ça aussi dans l'éducation, de privilégier des sources fiables. Oui, effectivement, Mick Moa nous dit exactement la même chose dans le chat. S'informer dans les médias traditionnels, c'est vrai que... Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'informations erronées dans les médias traditionnels, mais en général, vous avez des erratums qui arrivent par la suite. Et donc c'est de l'information faite par les journalistes qui, en général, ont suivi des formations sérieuses et sont rigoureux dans leur manière de traiter l'info. Donc c'est vrai que ça peut... Enfin, de toute façon, la vérification des sources, c'est vraiment la clé. Je ne sais pas si Marie a peut-être quelques éléments là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai entendu pas mal d'étudiants avoir ces réflexions-là aussi sur des personnes qui ont grandi avec les réseaux sociaux aussi, puisque c'est un phénomène qui est assez récent, mais finalement pas si récent que ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a une population aujourd'hui active qui a grandi depuis son adolescence avec des réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que c'est une source d'information qui est peut-être pas principale, mais qui est non négligeable. Je ne sais pas, Marie, ce que vous en pensez. Après, je ne pense pas que les médias traditionnels, avec le travail journalistique et les réseaux sociaux, s'excluent mutuellement. Il y a d'ailleurs beaucoup de journalistes qui ont une véritable formation et qui ont une carte de journaliste, qui lancent des chaînes indépendantes sur différents réseaux sociaux. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on a aussi cette confusion qui peut arriver avec pas mal de médias traditionnels ou de journalistes qui vont s'installer sur des réseaux sociaux. On le voit, là on est sur Twitch, on voit Samuel Etienne qui a créé sa chaîne. Il y en a d'autres que j'ai vu, j'ai plus les noms, mais effectivement on a des journalistes qui viennent sur ces réseaux-là. Donc ça donne aussi de la crédibilité à ces réseaux. Il y a même des universités qui vont sur Twitch, vous vous rendez compte? Ce que je peux vous proposer pour la fin de ce live, étant donné qu'on a affaire à des grandes expertes en fake news, je prends de quoi noter. Je peux vous proposer des titres d'articles
Et à vous de me dire si, ou des histoires, parce que certains, ce n'était pas forcément des titres, mais j'ai pris les sous-titres parce que les titres n'étaient pas parlants. Et à vous de me dire si oui ou non c'était des fake news. Et après, je vous dirai si oui ou non. Si vous voulez, on fait ça pour clôturer la petite après-midi fake news. Alors, je commence par une première info. Donc sur le coronavirus, il y a quelques infos sur le coronavirus, effectivement. Il est désormais possible de se faire vacciner dans le Tramvax, une première mondiale à Montpellier. Un tramway dans lequel on peut se faire vacciner. Alors, je vais vous demander chacune votre tour, votre avis, et je compterai les points. Donc Nicolas a perdu. Mathilde, c'est vrai ou c'est faux? Alors, je sais plus si c'était le tramway, mais oui, il y a un vaccinodrome qui a ouvert à Saint-Jean-de-Védas où les automobilistes, alors ce sont les automobilistes qui arrivent, ils se font vacciner dans leur voiture. Alors, je crois pas que ce soit un tramway, mais c'est un système de drive de vaccination. On voit bien que c'est difficile quand tu n'as pas la réponse, mais j'ai besoin d'un oui ou d'un non. Est-ce que le tramway, ça existe ou pas? Alors non, c'est pas un tramway. Non, donc non, le tramvax n'existe pas. Alexia? Je dirais que ça n'existe pas. J'ai bien entendu. Et Marie, ça existe ou pas? Ah, le micro est fermé, Marie. Ah oui, mais du coup, j'ai vu, la procédure est un peu longue. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Alors, je dirais que tout dépend les conditions, parce que... c'est vrai ou c'est faux, vous m'avez dit, parce que j'ai été perturbé par le chat. Ah, c'est bon, je peux rouvrir mon micro. Oui. Je dirais que ça dépend les conditions, surtout parce qu'un tramway, s'il circule et en même temps qu'il donne les vaccins, ça me semble quand même assez improbable. J'ai pas les modalités exactes, mais on peut effectivement imaginer que c'est aux arrêts qu'il y a des vaccinations. D'accord. Parce que du coup, je me pose la question de la fluidité de la circulation, si ça ne va pas créer des embouteillages. Donc ça me semble une information improbable, donc je dirais faux. D'accord, très bien. Dans le chat, vous pouvez aussi répondre. Un drive de vaccination, oui, effectivement. Donc oui, c'est une fake news. En fait, c'est un poisson d'avril fait par France Bleu Héros. Ils avaient publié un article sur ça. Donc, j'ai pas prévu les impressions d'écran, mais vous pouvez le retrouver sur francebleu.fr. Se faire vacciner dans le Tramvax, une première mondiale à Montpellier. Donc, c'était effectivement une fake news. Donc, un point chacune. Une autre information. Alors, on va faire un peu d'international. Italie. En Italie, la maire de Rome, la mairesse de Rome, confond le Colisée avec les arènes de Rome dans une campagne publicitaire. Je ne peux pas vous en dire plus. La maire de Rome confond. Ah oui, Alexia? Oui. C'est vrai ou c'est faux, Alexia? Oui, pour moi, c'est vrai. C'est vrai? Mathilde? Moi aussi, je dis que c'est vrai, ça me paraît tout à fait probable. Marie? Vous pouvez laisser le micro ouvert, hein, Marie. Ah oui, c'est ce que je vais faire alors. Ouais. Ça me semble probable, hein, parce qu'en soi, un Colisée, ça la maire de Rome, hein, c'est-à-dire le Colisée est à Rome. Ah. Je pense qu'elle doit le voir pas loin de tous les jours. Oui. Même si ça reste un monument romain, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Ah, je ne sais pas, c'est difficile. Je dirais faux, mais ce serait vraiment rigolo que ce soit vraiment passé. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, Alexia l'a vu passer. C'est passé pas mal dans les médias, surtout à Nîmes. Hein. Donc, ils ont fait une campagne de com pour justement relancer un peu le tourisme en Italie. Il y a besoin, en ce moment, il y a des confirmations hein, dans le chat de gens qui l'ont vu passer. Et en fait, dans la campagne de com, il y a des images du Colisée, sauf qu'en fait, c'est pas le Colisée, ce sont les arènes de Nîmes. Voilà. Donc, je vais vous en faire deux de plus.
Deux de plus. On a des compagnies d'assurance qui refusent, sur les assurances décès, d'appliquer les contrats en cas de décès suite à une vaccination pour le coronavirus. Mathilde. En France ou partout dans le monde? Non, mais Mathilde, de suite, il faut répondre à l'instinct. Il ne faut pas faire une analyse juridique. Allez, faux. Faux. Alexia? Je dirais oui. Vrai? Marie? Je dirais faux. Je pense qu'il y aurait eu tout un débat et une polémique sur le sujet dans le cas contraire. Alors, c'est une vraie fake news. Donc, c'est faux, mais c'est une vraie info qui a tourné. C'est une vraie fake news. Donc, c'était faux. Allez, et une petite dernière, où on va finir sur une touche de légèreté. C'est un article titré, mais alors ne vous fiez pas au titre parce que je suis très bon en faux titres d'articles. Non, alors un article qui s'intitule « Alcoolisé au volant de son tracteur, il tente de semer les gendarmes à 30 km/h sur l'autoroute. » Vraie news ou fake news? Ah, ça me paraît probable, ça. Vrai. C'était toi, Mathilde? Non. Non, mais je vois bien certaines personnes qui seraient susceptibles de le faire. D'accord, très bien. On veut des noms, mais ça, on fera après qu'on aura coupé le live. Alexia? Je dirais pareil, ce genre d'événement, ça paraît extraordinaire, mais qui arrive bel et bien. Ok, et Marie? Je dirais vrai, mais sans savoir l'expliquer. Donc c'est tout à fait vrai aussi. Et alors c'est une info, j'ai essayé de faire du local, c'est une info Midi Libre. Je me souviens plus exactement où c'était, mais je crois que c'était aux alentours de Montpellier. Je sais plus. Bon, c'est une info Midi Libre. Vous retrouvez dans la catégorie insolite du Midi Libre qui m'a servi à monter ce petit quiz. Et je les remercie. Donc en classement, nous avons donc Mathilde en 1, qui a fait que des bonnes réponses. Et donc Alexia et Marie à 3 sur 4. Donc voilà, vous êtes quand même très, très experte des fake news et je vous en félicite. Voilà, mais je pense qu'on va pouvoir lever la séance. Moi, je vous remercie vraiment énormément toutes les trois. Et bon, merci aussi à Nicolas qui était là au démarrage, enfin, et plus qu'au démarrage, pour une bonne partie de cette émission. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Il y a eu pas mal de commentaires dans le chat. Voilà, donc c'était un beau sujet pour commencer. On espère que vous participerez à l'occasion aux prochaines éditions. Et donc, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette belle initiative. C'était un plaisir d'y participer. Merci beaucoup. Bon, mais je pense qu'on va se laisser là. Je vous propose de vous faire découvrir une petite chaîne Twitch aux gens qui sont sur le chat. C'est Montée de Linguisticae. C'est quelqu'un qui fait de la vulgarisation aussi sur de la linguistique. Bon, il est en train de jouer à Europa Universalis. Mais il a aussi une chaîne YouTube et c'est plutôt très intéressant ce qu'il fait. Donc, je vous propose de lancer un petit raid sur sa chaîne. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.